Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans une réflexion tirée d'un texte assez éclairant, je trouve. Loisirs versus distraction. Activité nourricière ou échappatoire à soi. L'idée, là, c'est de démêler un peu cette différence qui est parfois subtile, mais vraiment fondamentale entre comment on occupe notre temps libre. On vit vite, tu sais, on est bombardé d'infos, de sollicitations partout. Fait que la question, c'est comment on utilise ces moments où on pourrait souffler un peu. Est-ce que c'est pour, mettons, se reconnecter, se nourrir en dedans ou c'est plus pour débrancher? Fuir la pression, peut-être. Bon, on décortique ça. Le texte commence par poser des bases assez claires là, pour faire la différence entre les deux. D'un côté, il y a le loisir. Le texte le décrit comme une activité qu'on choisit délibérément, quelque chose qui nous engage, qui nous apporte du positif, peut-être même qui nous fait grandir. C'est une forme de connexion, tu sais, à soi, à nos passions, des fois aux autres. L'idée principale, c'est que le loisir, ça construit. Ça mobilise nos ressources. Puis de l'autre côté, il y a la distraction. Ça, c'est présenté plus comme une échappatoire. Un soulagement, oui, souvent bienvenu, mais qui reste temporaire. Ça nous détourne de notre état, de nous penser, parfois d'une réalité qu'on trouve lourde. Si le loisir mobilise, l'analyse suggère que la distraction, elle a tendance à anesthésier, à dissoudre notre présence un peu. Elle n'est pas définie par l'activité elle-même. On pourrait penser, mettons, que lire, c'est un loisir, puis que écouter la télé, c'est une distraction, mais c'est pas si simple ça. Non, exact. Prenez la lecture ou le jardinage même, jouez à un jeu vidéo. Le texte souligne bien que n'importe laquelle de ces activités peut être d'un côté ou de l'autre. C'est pas le quoi qui détermine la catégorie, là. C'est plus le comment on le fait puis le pourquoi. C'est l'intention puis la qualité de notre engagement qui font la différence. Ah, ça, c'est un point crucial que l'analyse amène. L'exemple de la lecture, il est bon. Se plonger dans un roman avec curiosité pour explorer un univers, pour réfléchir. Ça, c'est un loisir qui enrichit, clairement. Mais si on dévore livre après livre, là, de façon compulsive, juste pour remplir un vide ou pour éviter de penser à un problème, ou juste pour tuer le temps, là, la même activité, pouf, elle bascule du côté de la distraction. Exactement. Puis ça s'applique à plein d'autres affaires. Jardiner en étant présent, à la terre, aux plantes, en savourant le moment, c'est nourrissant. Mais si on s'acharne sur les mauvaises herbes, avec rage, le juste pour évacuer une frustration sans même s'en rendre compte, c'est une forme de fuite, ça aussi. Ouais. Puis pareil pour le sport, j'imagine. S'entraîner en conscience versus se pousser à bout juste pour plus rien sentir d'autre. C'est ça. Le critère que le texte met de l'avant, ça tourne autour de la conscience de soi pendant qu'on fait l'activité. C'est quoi la qualité de notre présence? Le loisir, même s'il est reposant, ça implique quand même un certain... Engagement volontaire. Une intention. Ça demande une disponibilité, une attention active, même si c'est doux, on est là, on participe. La distraction, elle, elle répond souvent à un besoin plus immédiat, on dirait. Remplir un vide, masquer un inconfort, une anxiété. Elle serait donc plus réactive, presque automatique des fois. On consomme une activité pour s'évader plutôt que de s'y investir pour construire ou se découvrir. C'est une logique différente. Puis là, ça devient vraiment intéressant parce que le texte, il diabolise pas la distraction non plus. Il lui reconnaît une place, une fonction qui est parfois nécessaire. Quand on est brûlé mentalement ou émotionnellement dépassé, là, s'offrir une pause d'évasion pure et simple, ça peut être vital pour relâcher la pression. Une soupape. Oui, tout à fait. L'auteur reconnaît cette utilité-là, ponctuelle. Mais le risque qui est soulevé, puis c'est là que l'analyse nous invite à être vigilants, c'est quand la distraction devient comme le mode par défaut. Quand elle prend toute la place dans notre temps libre, quand l'échappatoire devient la règle et non plus l'exception. Si on regarde ça avec un peu de recul, une vie où le temps libre est systématiquement rempli par la fuite de soi, même si c'est une fuite agréable, ça pourrait nous priver de quelque chose d'essentiel. Ça nous coupe de ces moments de vraie connexion intérieure, les moments où on se régénère en profondeur, où on intègre ce qu'on vit, au lieu de juste décompresser en surface avant la prochaine vague de stress, mettons. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour nous au quotidien? L'idée forte qui ressort de cette lecture, je pense, c'est l'invitation à développer une plus grande lucidité
sur nos propres habitudes. Juste observer, là, sans jugement, mais honnêtement, comment on choisit d'utiliser notre temps libre? Avec quelle intention, au fond? Ça soulève une question importante, oui. Une question simple, mais puissante que le texte nous suggère de nous poser peut-être plus souvent face à nos choix d'activité. En ce moment-là, est-ce que je suis en train de me nourrir ou de me fuir? Hmm. Juste se poser la question, des fois, ça peut déjà commencer à changer un peu notre rapport au temps et à nous-mêmes. Oui. Puis, pour conclure, peut-être une pensée à laisser mijoter, qui est inspirée de la toute fin de l'analyse. Et si la qualité de notre temps libre, c'est cette capacité à choisir consciemment entre se nourrir puis se fuir, était, au fond, intimement liée à notre degré de liberté intérieure. Une piste de réflexion fascinante, je trouve, sur la façon dont on habite notre propre vie.